Hop. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont là. Donc là, on est parti pour une petite heure. On est parti pour une petite heure ensemble. Alors, n'hésitez pas, on va en profiter. Vu que vous n'êtes pas nombreux, j'ai le chat d'ouvert à côté. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions en live, n'hésitez pas, je les lirai et j'essaierai d'y répondre en live. L'idée, c'est que ce soit interactif. On n'est pas nombreux, donc on peut en profiter. Donc là, on est parti pour une heure. Je vais vous parler de. Donc le titre de ma présentation, c'est coder un contrôleur Kubernetes, c'est bien. Le tester, c'est mieux. Donc, on va parler un peu code. Je vais vous montrer du code. On va parler un peu contrôleur, Kubernetes, tout ça. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. Ne partez pas tout de suite. Et à la fin, je vais vous donner des billes pour vous, si vous voulez écrire des contrôleurs, pour les tester de manière efficace. Alors avant, hop, je vais me présenter. Donc, alors moi, du coup, c'est Étienne Couteau. Aujourd'hui, je suis Cloud Software Engineer chez Artifact. Je fais du Kubernetes depuis pas mal de temps. Je suis sur Bordeaux. Comme je l'ai mis, en fait, mon terrain de jeu de tous les jours avec mes compères de chez Artifact, c'est le cloud. Alors, bien sûr, c'est plutôt les clouds publics. Et un peu la philosophie que j'ai et qu'on a chez Artifact, c'est d'automatiser tout ce qu'on peut. Parce que quelque chose qui est automatisé, c'est quelque chose qui a moins de chances d'échouer qu'un humain qui va cliquer un peu partout. En dehors de ça, je suis impliqué dans la communauté SNCF. Donc CNCF, c'est pas une faute de frappe pour SNCF, c'est la Cloud Native Computing Foundation. Mais je pense que si vous êtes ici, c'est que vous en avez déjà entendu parler. Sinon, je vous invite à aller voir. Donc, je fais partie du bureau des speakers de la SNCF. Et donc, j'ai fondé le Meetup CNCF de Bordeaux. Je vous ai mis en bas le lien vers mon repo GitHub, sachant que je ne l'ai pas mis, mais c'est le même ID pour Slack. Donc, si à la suite de la conf, vous avez des questions, vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas, vous pouvez me pinguer sur le Slack de Kubernetes ou sur le Slack de la CNCF. Ce sera le même ID, Étienne Couteau. Hop, allez, on va attaquer dans le dur. Alors, première question à se poser avant de coder, enfin avant de tester et d'implémenter un contrôleur Kubernetes, on va se poser la question sur qu'est-ce que c'est un contrôleur Kubernetes. En fait, un contrôleur Kubernetes, c'est un bout de code, c'est un morceau du logiciel qui va s'occuper de faire la réconciliation, en fait, de réconcilier les objets de l'API Kubernetes. Alors, Kubernetes, c'est une grosse API, hein, les objets que vous manipulez dans Kubernetes, que ce soit un deployment, un service, un pod, une config map, ces objets, ils existent que parce qu'il y a un formalisme, une abstraction offerte par l'API de Kubernetes. Et derrière ces objets-là, ils ont une existence, alors, j'ai envie de dire une existence réelle, même si on manipule que du virtuel, mais la transcription réelle d'un pod, c'est un conteneur. Un pod, c'est ni plus ni moins que la représentation dans l'API Kubernetes d'un conteneur Docker qui tourne. Mais en fait, le rôle du contrôleur, ça va être de prendre ce que vous allez lui donner dans l'API Kubernetes, lui dire par exemple, je veux un pod, et de le traduire dans ce qu'on attend, sur une machine. Donc, l'équivalent d'un pod sur une machine, c'est un conteneur. L'équivalent d'un persistent volume sur Kubernetes, ce sera un volume EBS, ce sera un volume S3, ce sera un volume NFS, ce que vous voulez. Et l'idée derrière ça, c'est la notion de réconciliation. Donc, en fait, le contrôleur va réconcilier ce que vous lui avez demandé avec ce qu'il va observer et l'état que vous entendez. Donc, un contrôleur Kubernetes, c'est ça. Alors, je vais peut-être, vous m'en excuserez, je vais peut-être employer deux termes. C'est-à-dire qu'on emploie le terme de contrôleur et on emploie aussi le terme d'opérateur. On fait souvent la confusion, c'est pas bien méchant, hein, personne ne va venir vous taper dessus. En fait, la différence au sens de la définition, c'est que
Un contrôleur Kubernetes, ça va plutôt manipuler les ressources core de Kubernetes, donc les pods, les services, les confinements, tout ce que vous voulez. Et un opérateur, ça va plutôt manipuler les ressources custom de votre que vous allez vous-même décider de créer, d'éteindre l'API Kubernetes et que votre opérateur du coup va manipuler. Donc c'est vraiment ça la distinction entre les deux. Et donc en fait, Kubernetes Vanilla, hein, si vous l'avez pas étendu, Kubernetes Vanilla, c'est une suite de contrôleurs, qui vont réconcilier les ressources API que vous allez lui donner et qui vont faire des actions. C'est ça en fait. Basiquement, Kubernetes, c'est ça. Alors, pour ceux qui, je pars du postulat, je vais vous épargner dans ce talk-là de vous refaire un énième schéma d'architecture de Kubernetes, le control plane, les nœuds, etc. Pour ceux qui l'ont en tête, dans le control plane, il y a l'API, il y a le scheduler, mais il y a aussi ce qu'on appelle le controller manager. Mais en fait, le controller manager, c'est ça qui se cache dedans. C'est toute la suite des X contrôleurs, il en existe un par type de ressources, qui vont piloter ces ressources-là. Donc voilà ce que c'est un contrôleur, Kubernetes. Donc ces contrôleurs Kubernetes là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est une notion très importante, c'est ils vont opérer la boucle de réconciliation. Kubernetes n'est ni plus ni moins qu'une très grosse boucle infinie dans laquelle il y a des objets qui vont arriver, des actions qui vont être prises et des réconciliations de ces objets-là. C'est ni plus ni moins que ça. Et en fait, les différents contrôleurs, ils vont s'abonner à des événements, parce qu'en plus d'être qu'une seule et même grosse boucle infinie, c'est un bus de messages dans lequel il y a des événements qui vont transiter, que ce soit j'ai créé un nouveau deployment, j'ai créé une nouvelle config map, j'ai update, euh, j'ai update ce composant-là ou je les delete. Qu'est-ce qui se passe quand je delete Qu'est-ce qui se passe quand je delete mon composant? Il faut le réconcilier. Donc, il y a deux parties. Il y a des parties, les contrôleurs qui sont dans le control plane, hein, les contrôleurs core de Kubernetes, qui eux sont du coup les contrôleurs, comme je l'ai dit juste avant. Et vous pouvez ajouter vos propres contrôleurs, entre guillemets, du coup c'est des opérateurs, euh, qui sont du code qui est managé par vous, qui sont complètement custom. Vous allez venir, tout comme les contrôleurs core, vous abonner à la liste d'événements, vous allez réagir avec l'API, réagir et interagir avec l'API, avec l'API Kubernetes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Kubernetes, c'est une très grosse boucle infinie qui réconcilie les événements. C'est ça Kubernetes. Donc, la boucle de réconciliation, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, pour ceux qui ont manipulé des ressources Kubernetes sous forme de YAML, vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a un champ, les deux champs qu'on retrouve dans toutes les ressources, c'est le champ spec et le champ statut. Le champ spec, c'est ce que vous allez demander à Kubernetes. C'est-à-dire que Kubernetes, c'est du déclaratif, c'est pas de l'impératif. Vous allez lui demander de faire des choses. Derrière, lui, il va vous réconcilier le tout. Vous n'allez pas lui dire comment faire. Donc, si vous prenez l'exemple du deployment, vous allez dans le champ spec, vous allez déclarer que vous voulez un pod avec deux réplicas et vous voulez déployer l'image Nginx en version XY. Ça, c'est la spec, c'est ce que vous demandez à Kubernetes. Votre contrôleur, à partir de là, il va voir passer cet événement qui est la création d'un nouveau deployment avec tel ou tel paramètre. Il va vous le réconcilier, ce qui fait qu'il va faire des Docker start. Il va demander à la kubelet de faire des Docker start à votre place sur le nœud qu'il aura choisi. Et dans le statut va être les informations sur ce qu'il a vraiment fait. C'est-à-dire que là, effectivement, à tel timestamp, j'ai démarré le conteneur, il a tel ID, il tourne sur tel nœud et on matche bien avec ce que tu m'as demandé. Si à un moment vous allez updater votre spec, vous dites en fait je veux plus 3 réplicas, j'en veux qu'un, si on prend notre exemple, le contrôleur il va faire une différence entre l'état du statut, c'est-à-dire que dans le statut il va dire en fait là j'avais 3 réplicas, en vrai il m'en demande un, donc il y a un souci. Il faut que je réconcilie la différence. Et donc pour réconcilier la différence, il va falloir que j'éteigne 2 pour arriver à toujours rejoindre, réconcilier, c'est la boucle de réconciliation, ce qui m'est demandé par l'utilisateur. Si on prend
Si on prend un exemple, alors si vous cherchez un peu sur internet et que vous cherchez un peu de littérature autour de la des opérateurs, de la boucle de réconciliation, vous allez très souvent, trouver ce schéma-là. C'est un peu, ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Si on prend, le cas d'un contrôleur, notamment qui fait du Couchbase, heu et bah, si vous prenez l'exemple de, à l'instant T, votre contrôleur, il va être dans l'état d'observation. Il va observer que vous avez un cluster Couchbase qui tourne et qui a 2 pods, heu, avec, 2, donc un cluster de 2. Vous l'updatez, enfin vous l'avez pas updaté, mais en fait, initialement, vous en demandiez 3. Donc ce qui fait que, il y en a 2 qui tournent, vous en avez demandé 3. L'opérateur, il va analyser cette différence et il va acter ce qu'il faut faire. Donc l'analyse de la différence, c'est: «J'en ai 2 qui tournent, j'en veux 3». Le résultat de l'action à prendre, c'est: «Bah, en fait, il faut que j'en rajoute un». Donc il va faire cet ajout. Donc observation, analyse et action. C'est ce qui caractérise, la boucle de réconciliation. Alors, là, je vais faire un petit focus pour vous donner un peu de contexte et vous expliquer un peu le pourquoi, ce qui a donné lieu à ce à ce talk. Alors, chez Artefact, on a décidé, de faire notre propre contrôleur. Je vais vous expliquer pourquoi et parce que du coup, chez Artefact, nous sommes un PaaS. C'est-à-dire que, comme n'importe quel PaaS, on prend le code de nos clients, on va le déployer sur, tel ou tel cloud provider. On va aussi, opérer, les demandes du client, à savoir, je veux ajouter, tel ou tel, service, que ce soit une base de données, un cache, je veux du compute, je veux du storage, et cetera. Tout ce que vous pouvez imaginer dans une infrastructure classique. Et donc nous, on a fait le choix de chacune de ces briques indépendantes, qui est une database, un cache, ce que vous voulez, on a décidé de la décrire sous forme de CRD. Donc une CRD, c'est Custom Resource Definition, donc c'est une extension de l'API Kubernetes. En fait, on a décidé d'ajouter nos propres objets avec nos propres contrôleurs qui manipulent ça. Donc pourquoi on a fait ça? Parce que du coup, en faisant ça, bah là, l'infrastructure, elle est gérée de manière, déclarative, en fait, elle est plus gérée de manière impérative. C'est-à-dire que c'est plus le produit qui va devoir faire de l'infrastructure, ça va être les contrôleurs qui vont gérer ça. Là, tout ce qui est logique, ops, infra, c'est déporté dans un layer. À droite, je vous ai mis, les layers qui composent, Artefact. Les layers, c'est vous avez le front, donc le front, c'est la console sur laquelle vous allez cliquer pour, sélectionner vos ressources. Ce front-là, il va communiquer avec un back-end. Typiquement, le back-end, ça porte toute la logique métier. Est-ce que vous êtes un utilisateur, qui a tel ou tel droit, qui va gérer votre facturation, les environnements dans lesquels vous évoluez, les différents droits d'IAM que vous avez. Ensuite, le back-end va transmettre à la layer, au layer en dessous, qui est le layer de la plateforme, on a appelé ça comme ça, bah, les demandes d'infrastructure. Donc c'est-à-dire que le back-end, il va pas aller parler avec AWS pour aller monter une RDS. Il va aller demander à la plateforme: «Je veux une database, c'est tel utilisateur, il a tel cloud account, il semblerait que c'est AWS, il veut, tant de gigas, tant de RAM, telle version, bah, débrouille-toi avec ça». Donc, ce qui fait que le backend va nous soumettre une CRD, nous, on va réconcilier cette CRD-là, et donc, en fait, la plateforme va parler directement avec le cloud provider pour réconcilier le tout. Les avantages qu'on a trouvé à ça, en fait, c'est que ça nous évitait, dans l'équipe infrastructure, dans l'équipe cloud, ça nous évitait de réimplémenter une énième couche d'abstraction par-dessus les cloud providers en réimplémentant une API avec tout ce qu'on connaît des gestions des points d'API. En fait, en se basant sur Kubernetes, on va utiliser l'API native de Kubernetes. Ça nous permet aussi d'avoir, un point d'entrée unique qui est l'API de Kubernetes. Le back-end, quand il va nous demander des ressources, il sait qu'il va nous apply, il va nous transmettre, directement à l'API Kubernetes, des CRD. Derrière, ça part dans le bus d'événements, de Kubernetes, c'est storé, dans le TCD, c'est résilient et on gère la réconciliation, comme ça. Et surtout, un des gros avantages qu'on a vu à ça, c'est que la solution, elle est complètement portable. Elle est complètement agnostique du cloud provider qui est en dessous. Euh, Elle est portable sous réserve, bien sûr, que tous nos contrôleurs soient déployés dans un environnement Kubernetes. L'intérêt de Kubernetes, c'est qu'on peut le déployer absolument n'importe où. Donc, si demain, à l'heure actuelle, on est sur Google Cloud, si demain on veut déporter notre infrastructure pour la mettre, que ce soit on-prem, que ce soit sur un Raspberry, que ce soit dans un autre cloud provider, on est en capacité de le faire
à partir du moment où on tourne sur un cluster Kubernetes. Donc voilà un peu les motivations qu'on a eues chez Artifact à se dire, bah, partons sur une stratégie en décrivant notre infrastructure sous forme de CRD. Offrons, j'aime bien, je prends souvent l'image du Lego et j'aime bien cette image-là, c'est que offrons les différentes briques unitaires au produit pour que le produit puisse, à partir de ces briques unitaires, construire son Lego. C'est un peu ça la philosophie. Bon, si je schématise un peu dans l'autre sens, vous avez de gauche à droite, vous avez la console Artifact qui est composée du front et du back-end qui va parler avec l'API Kubernetes directement et non pas une API maison, hein, l'API Kubernetes. Sur ce cluster Kubernetes est déployé les X contrôleurs Artifact qui gèrent les différentes ressources, qui forment notre layer d'abstraction de cloud provider basé sur Kubernetes. Et c'est ces contrôleurs-là qui vont venir parler avec les différents cloud providers. Voilà. Donc ça, c'est le pourquoi on a fait nos contrôleurs chez Artifact pour vous donner un peu la big picture et de ce que ça comporte. Donc, à partir de là, en implémentant nos contrôleurs nos opérateurs, bah, on a eu toutes les problématiques inhérentes au développement de software. Un opérateur, ça reste du software. Majoritairement, ces opérateurs-là, les opérateurs Kubernetes, ils sont, pour la plupart, ils sont développés en Go. Alors pourquoi en Go? Parce que Kubernetes est écrit en Go, donc nativement, c'est beaucoup plus facile de venir se brancher dans un Kubernetes parce que on va pouvoir réutiliser toutes les librairies Kubernetes, on va pouvoir aller se brancher au client Kubernetes directement et que la plupart des produits ont tous les clients pour faire du Go. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais vous pouvez très bien faire des opérateurs en Java, je crois en JavaScript, en Rust aussi, il me semble. Et pour les plus énervés d'entre vous, je crois que vous pouvez même faire en Bash. J'ai pas vu encore, mais je serais curieux, je prends. Donc, écrire un opérateur, écrire un contrôleur, ça reste du software. Et donc, qui dit software dit toutes les problématiques qui sont associées. Donc, que ce soit des problématiques de CI/CD, que ce soit des problématiques de management du cycle de vie, quand est-ce que je fais une release de mon opérateur, comment je gère mes bugs, comment je gère mes incidents. Parce que si mon opérateur, par exemple, qui gère la création de database tombe, plus aucun client ne peut créer de database. Donc, on a tout ça, c'est des composants qui sont critiques. Même si Kubernetes et les mécanismes asynchrones de Kubernetes, parce que je vous rappelle que c'est une boucle d'événements, et donc du coup, si un événement n'arrive pas à être réconcilié, bah, c'est pas grave, Kubernetes va le requeue, il va revenir. Même si Kubernetes nous protège pas mal de ça, si le contrôleur il marche pas, bah, il n'y a rien qui marche derrière. Donc il va falloir gérer les bugs, les incidents. Il faut gérer aussi tout ce qui est la maintenabilité. Et du coup, bah, je vous l'ai mis bien sûr en triple pour pas être sûr de ne pas le rater. Il faut gérer tout ce qui est la partie test unitaire. Je ne parle pas des tests end-to-end, là je vais parler des tests unitaires. Comment je m'assure de la qualité de mon software. Alors, là, on va rentrer un peu dans notre fil rouge. On va rentrer un peu dans le code. Alors, notre fil rouge, c'est un repo que je vous ai fait. Il est disponible sur le repo GitHub artifact-io/demo controller. Donc là, il est entièrement disponible. Si vous voulez, vous pouvez aller jouer avec. Il y a aussi un lien vers les slides. Vous pouvez récupérer absolument tout. Donc vous pouvez aller jouer avec, même en parallèle de moi pendant la conf. N'hésitez pas. Alors, ce contrôleur-là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est très stupide. Je ne le déploierai pas en production. En fait, il prend une CRD, la CRD que j'ai designée, là, clouds.artifact.io/v1, la CRD application. En fait, il prend cette CRD application et à partir des specs, donc deux champs, une image name et un réplica, il va nous créer le deployment qui est associé. Donc, voilà, il va nous créer un deployment. Donc là, on parle pas du tout, hein, on parle pas du tout de config map, on parle pas du tout de volume, hein, vraiment un deployment bête et méchant. C'était pas, de toute façon, c'est pas l'objet de la conférence de faire un CRD complet. Donc, il va nous créer le deployment et il va aussi ensuite enregistrer dans son statut la référence vers ce deployment. C'est-à-dire qu'il va nous créer un deployment et dans le statut, il va nous enregistrer le nom et le namespace du deployment qu'il a créé. Donc l'idée, c'est que mon contrôleur, bah, il va réconcilier le tout. Hop, je vais vous le
je vais vous le montrer. Alors, est-ce que je l'avais dit? Non, c'est après que je vous le montre. C'est pas très grave. Hop, on va plonger un peu dans, on va plonger un peu dans l'algo et après je vous fais la démo du contrôleur. Alors, ça, c'est, on va le détailler ensemble, c'est l'algorithme qui gère la boucle de réconciliation de notre contrôleur. Donc de notre contrôleur démo contrôleur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans cette fameuse boucle de synchronisation, on va recevoir, je vous montrerai le code après, on va recevoir ce qu'on appelle la clé. Donc la clé c'est le namespace plus le name de l'objet à réconcilier, en l'occurrence de notre application. Ensuite, à partir de cette clé-là, on va récupérer l'objet application au sens struct en Go, donc vraiment l'objet application récupéré via l'API Kubernetes, le vrai objet. Ensuite, de cet objet-là, on aura accès à ses specs, on aura accès à son statut. À partir du statut de l'application, on va aller essayer de récupérer le deployment qui y est associé. À partir de là, à partir de la récupération du deployment, il peut se passer deux choses. Soit la récupération du deployment a planté parce que notre deployment n'existe pas, et c'est un cas qu'on attend, c'est-à-dire que la première fois, il n'est pas censé exister. Et donc, s'il n'existe pas, on va rentrer dans ce cas-là qui va être la création de notre déploiement. S'il existe, c'est pas grave, ça veut dire on est dans un cas nominal ou alors ça veut dire qu'il y a un update quelque part. Et ensuite, on va arriver dans nos cas un peu implémentation, un peu métier. On va comparer en fait on va comparer ce qu'on observe avec ce qu'on attend. Donc, je vous rappelle qu'on avait deux champs dans les specs. On avait le nom de l'image plus le nombre de réplicas. Donc là, on a récupéré l'objet deployment qui est associé. Et donc, en récupérant l'objet deployment, on va pouvoir comparer l'image du vrai deployment et le nombre de réplicas du vrai deployment. Si on observe un drift, si on observe une différence, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui a été modifié. Soit c'est parce que j'ai eu un update de côté de mon contrôleur, soit c'est parce que j'ai eu un update du côté de mon application, soit c'est parce que j'ai un update manuel du côté de mon deployment qui est piloté par mon application. Dans tous les cas, il y a un drift et il faut le réconcilier, que ce soit le nombre de réplicas qui change ou le nom de l'image qui change. Donc dans les deux cas, si c'est pas égal, on update. Voilà, on update. Et à la fin, la dernière étape, c'est on va comparer le nom de l'objet deployment et son namespace, et on va vérifier de ce qu'on a enregistré en statut. Si on n'a rien, ça veut dire qu'on vient juste de le créer, donc on va update le statut. Si le deployment il est déjà en statut, on ne fait rien, tout se passe bien. Et à la fin, on sort, tout est vert. Notre réconciliation s'est bien passée. Voilà. Alors ça, c'est un. Alors là, en termes de, je peux vous faire un retour d'expérience sur sur cette mécanique-là. C'est-à-dire que quand on a commencé à écrire, pardon, quand on a commencé à écrire nos contrôleurs chez Artifact, nos boucles de réconciliation, vous imaginez bien qu'elles sont bien plus complexes que ça. Si on a le temps à la fin, je vous montrerai la tapisserie que ça donne. Et en fait, écrire la boucle de réconciliation, ça nous a permis déjà d'une chose, de s'assurer qu'on couvrait à peu près tous les cas et que notre algorithme tenait la route. Ça nous a aussi permis d'avoir nos cas de test. Et c'est de ce schéma-là qu'on est capable de tirer les cas de test. Allez, assez parlé, assez vite slide, je vous montre un peu le code, un peu ce que ça donne. Alors, là, vous avez mon terminal. Je suis sur un cluster Kind, Kubernetes in Docker, très pratique pour ce genre de démo. Donc c'est un single node qui démarre, qui tourne dans un Docker. J'ai absolument aucune CRD d'installer. Il est complètement vierge. On va commencer par installer la CRD. Donc la CRD, c'est la description de l'objet, de mon objet custom, pour dire à l'API Kubernetes, si tu vois passer cet objet custom-là, ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est moi qui gère. D'ailleurs, on va faire le test, je vais vous montrer, vous allez voir, Kubernetes, il n'est pas content au démarrage.
Je démarre mon contrôleur. Alors, je suis sur Golang, c'est quand même beaucoup plus pratique pour quand on écrit en Go. Je démarre mon contrôleur. Et là, en fait, mon contrôleur, vous voyez qu'il il est en train de tourner. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah, en fait, je suis censé être abonné à un bus d'événements, je suis censé watcher une ressource, la ressource application, mais là, j'y arrive pas parce que la ressource, elle n'existe pas. Et c'est normal, il a raison de me dire ça parce que j'ai pas créé la CRD. On va installer, on va installer la CRD. Donc là, vous voyez que si je liste maintenant mes CRD, ma CRD, elle existe. Elle existe dans mon cluster Kubernetes. Et là, mon contrôleur, en fait, à son prochain tour de boucle, il va me dire, ah bah oui, en fait, là, l'application, voilà, l'application, elle existe. Il arrête de râler. Maintenant, je suis capable de faire des kubectl get application. Là, bon, Kubernetes, il va me dire, là, ça n'existe pas j'ai pas ce type de ressources-là. Le tour d'après, il a résolu ça. Donc là, il me dit, bah, en fait, OK, je n'ai pas ça dans mon corps, mais tu m'as dit que tu gérais. Donc, en fait, j'en ai pas trouvé. On va appeler un exemple. Hop, lui, on va le laisser en fond. L'exemple, c'est ça. Hop, je passe en. Donc, pour que vous voyez bien tout ça. Donc là, je vais demander une application qui s'appelle MyApp, qui va me déployer basiquement un Nginx avec un réplica. Rien de bien sorcier. Hop. Voilà. Donc, là, mon app, elle existe. Elle a été créée à 3 secondes. Donc là, Kubernetes, il me la reconnaît, il est capable de me l'envoyer. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, normalement, il est censé m'avoir créé un deployment. Oui, mon deployment, il est là. Donc, il l'a réconcilié. Donc là, je dois avoir un pod qui tourne. Oui, j'ai un pod qui tourne. Alors, Banco, est-ce que ce pod-là, c'est un Nginx? Si on vérifie, hop, ça apparaît. Il est où? Là, il est ici. Voilà. Donc là, il me dit, j'ai bien un conteneur Docker qui tourne, qui est un Nginx. Top, ma réconciliation est terminée. Si je regarde maintenant mon application de plus près, dans son statut, il a bien enregistré le name de mon deployment qu'il a créé, ainsi que mon namespace. Mes joueurs, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va lui dire, bah, en fait, c'est pas un que je veux, c'est 3. Donc, ce que va faire mon contrôleur, c'est que il va aller récupérer le deployment, il va observer que le deployment qu'il a récupéré, souvenez-vous l'algo, bah, il n'y a qu'un seul réplica. Pas de chance, moi j'en demande 3. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va update le deployment pour que je puisse avoir mes 3 réplicas et que je puisse atteindre l'état que je veux. Donc j'applique ma nouvelle ressource. Voilà. S'il a fait la réconciliation, je suis censé avoir mes 3 pods. Donc là, j'ai mes 3 pods. Voilà. Donc là, il a clairement réconcilié le tout. Allez, hop, on éteint tout. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin pour la suite. Voilà. Donc, là, je vous ai montré un peu comment fonctionnait le contrôleur. Je vais pas rentrer dans le détail. Je vais pas rentrer dans le détail de l'implémentation du contrôleur. Pourquoi? Parce que c'est pas très intéressant. C'est beaucoup de plomberie. Il y a une seule chose qui nous intéresse, c'est la boucle de réconciliation qui est codée à un seul endroit. Finalement, c'est une cinquantaine de lignes. Tout le reste, c'est de la plomberie. Et pour implémenter votre opérateur, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez utiliser des frameworks. Alors notamment, il y a l'opérateur framework fait par Red Hat qui fonctionne bien. Il y a le KubeBuilder aussi qui fonctionne bien. Il y a CodeGen. Il y a pas mal d'opérateurs. Il y a pas mal de générateurs d'opérateurs qui arrivent sur le marché. Nous, chez Artifact, on a fait le choix de coder ça un peu from scratch. On a fait ce choix parce que c'était une technologie avec laquelle on était familière, les opérateurs, et c'était aussi pour ne pas avoir, si un jour on veut aller plus loin, ne pas être bridé par une quelconque génération de code ou des quelconques générations de code, et si on pouvait custom au maximum notre code. Voilà pourquoi on a décidé de le faire, de se passer de framework. Si je reprends, donc là vous avez vu on avait vu le contrôleur. Donc
Maintenant qu'on a notre contrôleur, vous avez vu que ça fonctionnait. J'ai aucun test unitaire pour l'instant sur ce contrôleur-là. J'ai aucun test unitaire dans ma boucle de réconciliation. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Ce sera mieux. Hop. Alors, si vous avez l'algorithme en tête, la boucle de réconciliation, elle est là. Je vais zoomer un petit peu. Hop, je vais me faire ça. Voilà, ce sera plus propre. Voilà, ça vous verrez bien. La boucle de réconciliation, elle est là. Alors, donc, ça s'appelle le sync handler. Donc, souvenez-vous, le point d'entrée, c'est la clé. En fait, depuis la clé, on arrive à récupérer le name et le namespace de l'application qui est associée. Ici, on récupère l'application en fonction du name et du namespace. Souvenez-vous, étape d'après, à partir de l'application, je vais récupérer mon deployment en allant chercher les références dans le statut qui sont ici. Si je n'ai pas trouvé mon deployment, ça veut dire que cette fonction-là m'a renvoyé une erreur. Si mon erreur, c'est not found, ça veut dire que mon contrôleur, il n'existe pas. Et donc, mon deployment, pardon, il n'existe pas. Si mon deployment, il n'existe pas, eh ben, je vais le créer tout simplement en appelant le client Kubernetes. Voilà. Donc là, je vais le créer avec cette fonction-là. J'ai la fonction qui crée new deployment. Cette fonction-là, elle est voilà, elle est pas très intelligente, hein. Elle nous renvoie un objet. En fait, elle va nous générer un objet Kubernetes deployment. Vous voyez, ça, c'est les objets, les structs Go qui génèrent les objets Kubernetes en remplissant l'objet à partir d'une application. Donc, c'est pour ça que, si vous avez observé, le deployment et l'application, ils ont le même name. C'est à cause de ce bout de code-là. Ici, on va remplir le nombre de réplicas en fonction des specs de l'application. Et on va créer, dans la liste des conteneurs, on va créer un seul conteneur, le conteneur main, qui contient les specs. Voilà. Donc ça, c'est la fonction qui va nous générer notre représentation de l'objet deployment, qui est injectée ici, où là, on fait l'appel au client Kubernetes qui va nous le créer. Donc là, la suite, c'était, rappelez-vous les losanges, on va comparer ici le nombre de réplicas. Donc, est-ce que le nombre de réplicas que j'ai, déjà, c'est pas nul, et est-ce que c'est comparable à ce que j'ai dans mon deployment? Si oui, bon, il ne se passe rien. Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une modification. Et donc là, on va updater le deployment en régénérant un nouvel objet deployment. Vous avez compris la mécanique. Et du coup, vu qu'on le régénère, on est sûr que cet objet-là, il aura les bons attributs. Même chose, là, on va vérifier que l'image, c'est la même, que ça n'a pas changé. Si ça a changé, et ben dans ce cas-là, on update. À la fin, on va update le statut de notre objet app. Donc, update le statut, ça se passe ici. Si dans notre statut, le nom n'a pas changé avec ce que j'ai en réalité, je fais rien. Sinon, je vais utiliser mon client. Alors cette fois-ci, c'est pas le client Kubernetes que je vais utiliser, c'est le client qui est propre à ma CRD, parce que ça, c'est une des spécificités. C'est-à-dire que quand vous manipulez des ressources core, bah, vous allez utiliser le client core de Kubernetes. Quand vous manipulez vos propres ressources, l'étape obligatoire, c'est d'utiliser un outil qui va vous générer tout le code de votre client. Ça, ce code-là, il est fourni et il est généré. Donc là, c'est mon client qui va interagir uniquement avec mes applications de type, enfin mes applications à moi, mon type à moi, et qui va updater mon statut. Une fois que mon statut il est updaté, j'envoie un événement. Ça, c'est purement informatif, hein. Derrière, il ne se passe aucun déclenchement. Il se passe rien du tout, même si vous pouvez brancher des objets externes, des composants externes pour réagir sur des événements type Argo Event, ce que vous voulez. Mais là, en gros, j'ajoute un événement et à la fin, je retourne nil. C'est-à-dire que je renvoie, il ne s'est absolument, tout s'est bien passé. J'ai réconcilié correctement. La réconciliation s'est correctement passée. Donc, si on résume, ce qu'on veut tester, c'est ces 30 lignes-là, c'est cette fonction-là qui est vraiment le cœur métier de notre opérateur. C'est ça qu'on a envie de tester.
Les différents cas de test qu'on voit, c'est, premier cas de test, c'est le cas de la création. Donc, j'ajoute une nouvelle application. C'est-à-dire que je viens de créer mon application, j'ajoute ma nouvelle application, j'attends que ça me crée un déploiement, j'attends que ça fasse le déploiement du pod, et j'attends aussi que mon statut soit correctement mis à jour. Après, il y a le cas où il ne se passe absolument rien, c'est-à-dire que mon code est idempotent. L'idempotent, c'est très important quand on écrit des contrôleurs. L'idempotence, je vous rappelle, c'est le concept qui dit que peu importe le nombre de fois que vous allez passer dans votre algorithme, que quand vous allez apply votre code, Terraform, très connu par exemple, peu importe le nombre de fois que vous allez appliquer votre code Terraform, vous allez toujours arriver au même résultat, à savoir ce que vous avez demandé. La boucle de réconciliation fonctionne exactement pareil. Elle doit être idempotente. À la sortie, vous devez toujours avoir ce que vous avez demandé. Peu importe les cas, vous pouvez appliquer 250 000 fois votre boucle de réconciliation, vous aurez 250 000 fois le même résultat en sortie. Donc ça, on a envie de tester ce cas-là. Est-ce que si rien ne change, bah, rien ne change, en effet. Et après, on a envie de tester les deux cas de différence. C'est-à-dire que est-ce que si je change mon nombre de réplicas, ça va bien être pris en compte, ça va bien mettre à jour le nombre de réplicas dans mon deployment, ou est-ce que si je change le nom de l'image que j'attends, ça va bien mettre à jour le nom de l'image du deployment. Pour ça, je vous ai montré le contrôleur qui tourne dans un environnement Kubernetes. Vous vous doutez bien qu'on va devoir moquer Kubernetes. Ça, c'est pas une mince affaire de moquer Kubernetes. Parce que Kubernetes, c'est un système lourd, mine de rien, même s'il utilise des alternatives, c'est un système complexe. Donc, comment on va pas s'amuser quand on veut lancer des TU à démarrer un cluster Kubernetes, à run des objets dedans, voir ce qui se passe, les comparer, enfin, c'est trop compliqué. Trop consommateur de ressources, et de toute façon, c'est pas un TU qui peut être lancé facilement. Donc il va falloir moquer un peu toute la mécanique de Kubernetes. Alors là, je vous ai mis un schéma un peu barbu, qui est la mécanique interne du client Go. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans le client Go quand vous vous abonnez au bus d'événements Kubernetes. Toute la partie du dessus, je vous l'épargne. Tout ce qui se passe dans le client Go, c'est du fonctionnement interne. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout est queue dans Kubernetes. Donc il y en a du retry par défaut. Donc ça, c'est un mécanisme qui nous intéresse beaucoup. On a de la résilience à la panne par défaut. C'est-à-dire que si mon contrôleur demain il s'arrête et que j'ai des nouveaux objets qui sont ajoutés dans mon cluster Kubernetes, ben, c'est pas grave. Mes nouveaux objets ils vont être pris en compte par Kubernetes, c'est juste qu'ils seront dépilés plus tard, ils seront réconciliés plus tard quand mon objet il fonctionnera. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie du bas, qui est qu'est-ce qui se passe du côté de notre contrôleur. Alors, du côté de notre contrôleur, il va se passer plein de choses. On va dépiler, si l'histoire elle commence ici, en fait, on va dépiler les événements. Donc, les événements, c'est l'event handler qui va nous dire est-ce que j'ai une nouvelle application, est-ce que j'ai une création d'application, est-ce que j'ai un update d'application ou est-ce que j'ai un delete d'application. Si je vous l'illustre, c'est ici que ça se passe. Je vais vous le montrer, comme ça vous le verrez directement. Alors, voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà. Là, j'ai mon event handler, c'est-à-dire que chaque fois que j'ajoute une fonction, chaque fois que j'ajoute une application, que des Kubernetes détecte un ajout d'application, il va rentrer dans cette fonction-là. Chaque fois que Kubernetes va détecter un update, il va rentrer dans cette application-là. Et je ne gère pas le delete parce que le garbage collector de Kubernetes le fait pour moi. Donc là, OK, là on est là. L'action qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre l'objet là qui arrive et on va l'enqueue. On va le mettre dans une queue. Très pratique. On a une queue interne qui permet à notre contrôleur d'éviter de surcharger. C'est-à-dire que si on a 500 000 objets qui sont apply en même temps, notre contrôleur il va pas gérer les 500 000 en parallèle. Il va les enqueue et il va les dépiler un à un. C'est ce qui se passe dans cette fonction enqueue application. À cet endroit-là, voilà, on a la work queue et on ajoute notre objet. Ensuite, on va processer notre objet, on va récupérer sa clé et on va l'envoyer dans le sync handler. Voilà, c'est ici que ça se passe. On récupère
Tac, tac, tac. On récupère notre objet. Il est où? Il est ici, voilà. On va le processer. Ce qui fait que le process, c'est quoi? C'est j'envoie dans le sync handler et je vois ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment. Donc, toute la partie autour, on va pas la tester. On va pas s'amuser à tester tout ça. On va pas s'amuser à tester Kubernetes. De toute façon, ça, ce sera un test end-to-end. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est ce bout-là de l'histoire qu'on a envie de tester. Tout ça, c'est la mécanique du client Kubernetes. Cette mécanique-là, elle est mise en œuvre par une structure que nous on pilote, hein, qui est notre contrôleur Kubernetes. Je peux vous le montrer. Celui-là, il est ici. Voilà, ce que je vous ai mis dans la slide. Le contrôleur Kubernetes, c'est lui qui va un peu orchestrer, tout ça en utilisant différents clients, en utilisant différents composants qu'il a. Donc, il va utiliser le composant, une interface Kubernetes, donc le client set du Kubernetes. Ça, c'est le composant qui va lui permettre directement de parler avec l'API Kubernetes pour piloter des ressources core. Donc, si je dois créer un deployment, si je dois créer une config map, si je dois créer un service, c'est ce client-là que je vais utiliser. Ensuite, deuxième client qu'on va utiliser, c'est notre client application set, c'est notre client custom. Pourquoi? Parce que ce client-là ne connaît pas ma CRD. Celui-là, si. Donc, quand je dois créer une application, quand je dois l'update, quand je dois updater son statut, quand je dois faire des opérations dessus, c'est ces clients-là que je vais utiliser. Ensuite, là, on a des listeurs. Alors, je vous ai parlé des détails, mais en gros, des listeurs, c'est des caches. C'est pour éviter en fait que quand des objets vont arriver, vous passiez votre temps à faire des gets sur l'API Kubernetes. Les listeurs, c'est des caches. C'est-à-dire que quand un objet va arriver dans votre contrôleur, vous allez aller récupérer l'objet depuis le listeur, et vous allez modifier directement sur l'API Kubernetes avec vos clients. Donc ça, c'est typiquement c'est un cache. Ensuite, vous avez votre work queue, donc c'est là-dedans que vos objets vont être empilés. C'est là-dedans que votre boucle de réconciliation va les dépiler. Et après, vous avez le recorder qui vous sert à enregistrer les événements. Donc, ça, c'est le contrôleur qui pilote notre boucle de réconciliation en injectant les différents objets qui nous servent, les différents clients qui nous servent. Donc, ce qu'on aurait envie de faire, dans l'idéal, ce serait de moquer, en fait, le client Go, d'avoir un mock autour du client Go. Et ça tombe bien, c'est ce qu'ils ont fait Kubernetes, en fait. Ils ont créé le package fake. Donc ça, je vous ai mis, donc ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est présent dans le package du core de Kubernetes. Et en fait, ce package fake-là, il implémente la même interface que mes différents client sets, que ce soit mon application client set ou mon Kubernetes core client set, c'est une interface. Le mock, le Kubernetes fake, implémente cette interface-là, ce qui fait que vous allez pouvoir recréer votre contrôleur, régénérer votre contrôleur avec le client set fake, et c'est comme ça que vous allez pouvoir lancer vos TU. Alors, je vous épargne tout l'objet. Ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est les actions. En fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui est un peu le point d'entrée des tests unitaires. Une action, c'est quoi? C'est ce que je dis, c'est l'élément central du testing. C'est en fait le fake client Kubernetes, ou le vôtre, celui que vous allez générer. Ce qu'il va faire, c'est que là où le vrai client aurait appelé l'API Kubernetes pour dire là, à cet endroit-là, j'ai créé un deployment, j'ai update le statut d'une application ou j'ai créé une config map, le fake client, il ne va pas le faire, il va juste enregistrer une action. Il va juste enregistrer l'action qui est de dire j'ai update telle ressource dans telle version et à la sortie, c'est cet objet-là que j'avais. C'est juste ça qu'il va faire, le fake client. Et donc, faire des tests unitaires, moquer Kubernetes, c'est ni plus ni moins que faire de la comparaison d'actions entre ce que nous, on attend comme action et ce que le fake client, il a vraiment fait. En fait, c'est ça faire du test unitaire de contrôleur Kubernetes. Donc là, je vous ai mis des bouts de code qui tournent, là pour le coup que nous on écrit, qui sont dans la partie testing. C'est quoi? C'est qu'il y a un moment dans mon code, je vais expect la création d'un deployment. Donc là, vous avez la description, c'est quoi? C'est en fait, je vais ajouter une nouvelle action
je vais dire à mon système de test que là, j'attends une nouvelle action de deployment. On va le faire en live après, vous allez comprendre. Alors, on va reprendre notre cas de test. Il reste un quart d'heure, on aura le temps de faire un ou deux tests. On va reprendre notre cas de test. Notre test numéro 1, c'est quoi? C'est la création d'une nouvelle ressource. Donc là, je vous ai mis en bleu, dans le cas numéro 1, le schéma, le passage de l'algorithme par où il va passer. Donc on va récupérer la clé, on va récupérer l'application, on va récupérer le deployment. Bah là, du coup, comme on est là, c'est la première fois, le deployment, il sera not found. On va créer le deployment, du coup, qui est associé. On va comparer les réplicas et le nom de l'image. L'objet vient juste d'être créé, donc il n'y a pas de raison, ce sera exactement les mêmes. À la fin, on va comparer le statut de l'application et les noms du deployment. Donc normalement, au point d'entrée, on sera vide, parce qu'on vient juste de le créer, donc il faudra faire un update. Et à la fin, on va retourner la réconciliation, c'est bien terminé. Je vous ai encadré en violet les deux actions qu'on attend. On attend une action de création d'un deployment, on attend une action d'update du statut de mon application. C'est ça qu'on doit voir apparaître dans les tests. Et c'est là que vous retrouvez un peu la puissance et l'intérêt de ce schéma-là. C'est que avec un schéma d'algorithme, vous êtes capable de retrouver les différents cas à tester. Voilà. Alors, on va aller dans les tests. Hop. Je vous ai préparé ces tests-là et on va s'intéresser à cette première fonction qui est la fonction. Attendez, je zoome un peu, comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Voilà. Qui est la fonction de création d'un objet. Donc, tester ça, c'est quoi? On va créer ce qu'on appelle les fixtures. Alors, la fixture, c'est une structure de données. Je vous la montre. C'est une structure de données Go qui contient plein de choses. Vous la regarderez à tête reposée, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça va contenir les objets qu'on va précharger dans le système, ça va contenir les actions qu'on va précharger dans le système, les actions qu'on attend, et c'est ça qui va nous permettre de faire la réconciliation des deux. Donc, vous voyez, en fait, nos tests, ils commencent qu'à la ligne 240. Tout ce qui est au-dessus, c'est de la plomberie de test. C'est pareil, je ne la détaille pas, parce qu'on n'a pas le temps, vous la regarderez à tête reposée, mais c'est du code que vous pouvez retrouver assez facilement. C'est de la plomberie de test. Donc, on fait quoi? On initialise nos fixtures. Donc, on va initialiser toutes nos listes d'objets. Tout ça est vide au début. On va créer une nouvelle application. Donc là, on va créer juste la structure Go. Là, on ne parle pas avec l'API Kubernetes. C'est-à-dire que si je lance mes tests et que je fais un qtl get quelque chose, j'aurai rien du tout. C'est vraiment du test unitaire. Donc, on va créer notre nouvelle application. On va envoyer notre application dans notre lister. Souvenez-vous, le lister, c'est de là qu'on va chercher les objets au début. On va aussi envoyer notre application dans ce qui moque Kubernetes en tant que tel. C'est-à-dire que s'il doit y avoir une modification qui est faite, on ne va pas modifier l'objet directement dans le lister, on va le modifier au niveau Kubernetes. C'est cet endroit-là qui le fait. Et après, il y a une fonction de run qui nous permet de lancer le tout, d'injecter le tout au bon moment, et on voit ce qui se passe. Et de faire la comparaison après, et de nous sortir le résultat. Donc, là, on s'attend à ce que notre test il plante. Pourquoi? Parce que j'ai créé mon application, son statut il est vide, je l'envoie dans le système, je lance le système, et j'attends rien, j'ai attendu aucune application. Donc là, normalement, si je lance, hop, donc là, j'ai lancé mon test et il me dit quoi? Il me dit qu'en fait, il y a 2 actions qui sont unexpected, c'est normal, je lui ai dit que je n'attendais aucune. Lui, il attend un update sur un statut de mon application et il attend la création sur un objet de type deployment. Donc là, c'est normal, on ne l'a pas fait. Donc, on va lui ajouter ce qu'il demande. Je vous le détaille. Hop. On va utiliser notre fonction qui est censée nous créer un nouveau déploiement. On va ajouter la
création de j'expecte qu'il y a un nouveau déploiement qui va arriver et j'expecte que ce déploiement, ce soit celui-là. Donc, on va s'attendre à ce qu'il y ait une action de création d'un deployment. Et il va comparer des objets. Ensuite, j'expecte que ma deuxième action, qui est ici, là, ligne 200, celui-là, j'expecte que je vais avoir une application. À un moment, je vais avoir un update de mon application et que dans le statut de mon application, ce sera bien le namespace et le name. Hop, si je lance mon test, donc là, il a bien eu ces deux actions, il les a comparées, mon test est au vert. Je vais vous lancer avec la coverage un peu plus parlant, ça vous allez pouvoir voir par où on est passé. Voilà. Donc, on est passé par où? On a récupéré la clé. On n'a pas eu d'erreur, on n'est pas passé par là. On a récupéré notre application, on a récupéré notre deployment lister. Et là, vous voyez, en fait, on ne l'a pas trouvé et on est passé par là. On a créé notre application. C'est-à-dire que le check client, il a enregistré une création. On est là, on n'est pas passé dans ce cas-là parce qu'on n'avait pas besoin. L'objet était bon. Et après, on est rentré dans le update application status. Hop, pardon. On est passé. Non, il est où? Il est plus là. Voilà. On est passé complètement là-dedans parce que mon objet, il était différent. Donc, mon statut a été updaté. Ce que je vous montrais, on peut s'amuser à faire planter le test. Si par exemple, j'enlève mon objet j'enlève mon objet je ne le précharge pas dans le système global Kubernetes, mais que je le laisse précharger dans le lister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sync handler, le contrôleur va réussir à récupérer l'objet, mais au moment où il va update l'objet, il va dire, en fait, l'objet, il n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé. Parce que l'update ne se fait pas sur le lister, mais se fait sur le système global. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Et là, en fait, il me dit quoi? Il me dit, bah, j'ai planté, j'ai pas réussi à synchroniser. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc ça, c'est le test c'est le test de la création. Voilà comment il fonctionne. Si on continue, on a le temps de faire un deuxième test. Si on continue sur mon deuxième cas de test, c'est le test de l'idempotence où il se passe absolument rien. C'est-à-dire que je rentre, tout est déjà préconfiguré, enfin tout est déjà en place. Hein. Le deployment il est là, le statut il est là, les noms ils sont bons, donc il se passe rien. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez que je n'expecte absolument aucune action. Comment ça se traduit? J'ai mon même principe, hein, dans cette boucle de test là, do nothing, je crée ma fixture, je crée ma nouvelle application, je vais créer mon deployment, il est ici. Je vais compléter le statut de mon application avec les deployment name qui vont bien, et je vais envoyer tout dans le système. Donc je vais envoyer mon application dans le lister que je puisse la get une première fois. Je vais envoyer mon application dans l'objet, même si là, je ne serais pas obligé de le faire. En vrai, je pourrais ne pas le faire parce qu'il n'y a pas d'opération. Donc, à aucun moment, il va essayer de me les update. Et pareil, je peux envoyer mon objet de deployment dans son lister à lui et dans le pool global Kubernetes pour que au moment où il va faire mon get, il me le trouve. Si je le lance, ce test-là, normalement, il est passé. Parce qu'il n'a fait absolument aucune action. Si on fait par exemple, on va faire par exemple le test. Là, mon name, on va le changer. On va mettre un name qui ne s'attend pas. Donc là, j'ai mis un name qui ne s'attend pas. Donc, comme c'est un name qui n'est pas un deployment reference name qui n'est pas attendu, mon contrôleur il va faire son job. Il va le réconcilier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un update. Sauf que dans ce cas-là, je n'attends pas d'update. Donc, mon test, si j'ai bien fait les choses, il est censé planter. Voilà. Et là, mon test, il a planté. Alors, c'est encore plus violent ce qui s'est passé.
Mon test, il a planté. Alors là, c'est encore un cas. Je sais même pas ce qui s'est passé. J'ai un null pointer. Sûrement un cas que je n'ai pas géré. Ouais, là, je l'ai. Du coup, en plus, un fail du truc en live. On peut aussi s'amuser à cet endroit-là. Là, ici. Ici, là. En fait, on ne va pas envoyer le deployment dans le système. Donc, ce qui fait que quand ma boucle de réconciliation elle va essayer d'aller chercher le deployment, elle ne va pas le trouver. Du coup, il va faire une création. Sauf que j'attends pas de création à cet endroit-là parce que normalement, mon objet il est correctement configuré. Et donc, normalement, mon test est aussi censé planter à cet endroit-là. Voilà. Et là, il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah, en fait, il y a une action qui était inattendue. C'est-à-dire que j'ai une création de ressources qui est arrivée, alors que j'en avais pas demandé. Voilà. Là, je vois qu'il est 55. Hop, je vais remettre les tests d'équerre. C'est exactement la même chose après pour les autres tests. En fait, vous vous amusez à prendre les tests, à prendre vos différentes ressources, à les manipuler, à changer les valeurs, c'est comme ça en fait que vous créez votre écosystème de tests et que vous créez vos cas de tests. Donc ça, ce test-là, on l'a fait. Ce test-là, on n'a pas le temps de le faire, mais vous pouvez le faire tout seul. Vous avez le code et les slides. Vous pouvez vous amuser à lancer le test. Donc là, c'était ce test-là. On attendait exclusivement qu'une seule action qui était un update. Pareil pour le dernier cas de test. Et c'est comme ça qu'à la fin, on arrivait à une coverage de 75% de notre boucle. Parce que tous les cas restants, c'est tous les cas d'erreur qu'on ne s'est pas amusé à gérer. Mais vous pouvez très bien vous amuser aussi à gérer les cas d'erreur. Vous dire, en fait, là, j'expecte une erreur. Vous pouvez très bien faire des tests autour de ça. Avant de conclure, sachez que là, le fake client Kubernetes est bien plus puissant que ce que je vous ai montré. Vous pouvez gérer plein de cas. Vous avez aussi ce qu'on appelle des réacteurs qui vous permettent en fait d'avoir des comportements spécifiques sur les ressources, typiquement les ressources qui ont des noms ou des ID générés. Ça, vous ne pouvez pas le moquer. Donc, le fake client vous permet de moquer les ID générés. Vous pouvez faire plein de choses. Il faut passer un peu de temps dessus et il faut explorer. En tout cas, vous êtes capable maintenant d'écrire des tests unitaires. Enfin, c'est possible d'écrire des tests unitaires sur les opérateurs / contrôleurs Kubernetes. Pour conclure, avec le temps qui nous reste, alors les opérateurs contrôleurs, même si j'ai bien conscience que ce qu'on fait était un peu barbu, c'est un design pattern qui est de plus en plus utilisé. C'est un design pattern qui est à connaître. Alors, je ne dis pas demain qu'il faut jeter tous vos recettes Ansible et toutes vos recettes Terraform pour écrire des opérateurs. Je dis juste que, comme Kubernetes est de plus en plus utilisé, de plus en plus déployé, vous allez être amené à le rencontrer. Le premier qu'on a tous rencontré, pour ceux qui ont déployé les Kubernetes, c'est l'opérateur Prometheus, qui nous permet, à partir d'une CRD Prometheus, de déployer toute une stack Prometheus. Et maintenant, tous les grands éditeurs logiciels, quand ils lancent une solution, ils lancent maintenant leur opérateur qui est associé. Je pense notamment à Elasticsearch. Vous avez un opérateur Elasticsearch qui vous permet de déployer un Elasticsearch sur votre cluster Kubernetes. Toutes les MySQL, les MySQL, les Postgre, ils ont tous leur opérateur associé. Redis aussi. Il y en a une palanquée d'opérateurs. Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous prenez AWS, ils ont un projet, je ne sais plus comment il s'appelle, AWS Operator, je crois, où ils sont en train d'écrire l'intégralité du catalogue AWS sous forme d'opérateur. Kubernetes, pour pouvoir piloter AWS depuis les opérateurs Kubernetes. Donc, c'est un design pattern à connaître. Je ne sais plus, j'ai pas réussi à vous le retrouver, mais il y avait un tweet, il y a de quelques années maintenant, qui disait qu'en fait, le design pattern-là, c'était vraiment l'avenir, le futur de l'automatisation d'infrastructures. Parce que on fait du software. On n'est plus limité avec des YAML Ansible, on n'est plus limité avec des recettes, on fait du software. Donc, on a toute la souplesse et la puissance du software. Donc, c'est un design pattern à connaître, qui est de plus en plus utilisé. Il y a plein de façons d'écrire, donc il y a plein de langages, ça je vous l'ai déjà dit. Ce qu'il faut retenir, c'est pas la plomberie qu'il y a autour. Ce qu'il faut retenir, c'est la boucle de réconciliation.
C'est pour ça qu'il y a des frameworks pour vous focusiez sur la boucle d'opération. Donc c'est elle à tester, le reste, c'est du TU. Ce qu'on a fait ensemble, le schéma que je vous ai fait, l'algorithme, c'est quelque chose qui nous a sauvés, chez Artifact. Alors ça ne nous a pas sauvés parce que c'était pas critique, mais ça nous a beaucoup aidé, chez Artifact. Ça nous a permis de mieux maîtriser nos contrôleurs. C'est pour ça que je vous ai mis ça, c'est que si vous maîtrisez votre algorithme de réconciliation, vous maîtriserez vos cas de test. Donc le fake client, il est là pour moquer Kubernetes. Donc n'essayez pas de démarrer, n'essayez pas de faire des commandes shell depuis Go pour démarrer un mini cube et injecter des trucs à la main. Et non, si vous faites un test unitaire, c'est le fake client qui sont utilisés. Le test unitaire Kubernetes, c'est ni plus ni moins que la comparaison d'une action. Donc vous allez comparer ce que vous attendiez, vous allez dire au système j'attends ça avec ce que vous avez réellement eu. C'est la base. Après, il y a plein de cas, ça peut être très compliqué, mais la base de la base, c'est ça. Le client Go Kubernetes, alors je vous dis ça parce qu'en fait, on en apprend tous les jours. Même si nous, ça fait maintenant près d'un an et demi qu'on l'utilise tous les jours pour nos différents opérateurs, on en apprend tous les jours. Donc c'est très très vaste. En plus, il évolue aussi, que Kubernetes évolue. Donc voilà. Donc ça vaut le coup de creuser un peu le client Go parce que vous allez sûrement vous amuser à réimplémenter des fonctions qui existent déjà, mais qui étaient cachées au fin fond d'un package. Alors, malheureusement, pour l'instant, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce talk, c'est qu'il y a peu ou pas beaucoup de littérature sur les opérateurs. Il y en a de plus en plus. Alors, sur les tests unitaires d'opérateurs, il y en a très peu. Moi, ce que je vous conseille de faire, et ce que nous, on a fait, c'est qu'il ne faut pas hésiter à lire du code. Il ne faut pas hésiter à plonger dans le code de contrôleurs existants. Vous ouvrez n'importe quel contrôleur. Si vous êtes familier avec l'arborescence, vous allez retrouver vos petits et donc aller lire du code sur savoir comment font les autres pour tester. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. Comment font les autres pour tester. Et il ne faut pas hésiter à s'en inspirer. Je vous ai mis les liens utiles, un peu de littérature que vous pouvez retrouver. Je vous ai mis notamment un livre que si vraiment vous voulez lancer dedans, je vous conseille, Programming Kubernetes, où là, vous avez absolument tout. Ça a été écrit par le père, le gars qui a inventé les CRD sur Kubernetes. Donc surtout, n'hésitez pas. Il est 15h tout pile. Si vous avez, donc merci déjà, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute un peu plus opérateur, ou même d'ordre autre chose, sachez que on a un stand Artifact, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Moi, je vais y aller là juste après la conf sur le stand. Donc, si vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes en capacité de tester vos contrôleurs. Donc, amusez-vous. Et le repo est disponible, il est public et il sert à ça. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Faites-vous plaisir.